Oh, bonjour déjà, désolé, oui. Ça suffit, il faut que je parle plus fort, moins fort, pas moins fort. Donc si je parle comme ça, c'est peut-être un peu mieux même. J'essaie de calibrer parce que je ne sais pas. J'ai pas pu faire la sono hier, j'étais à un autre concert, désolé. Merci d'être là, merci de résister à l'appel du sandwich. La dernière fois que j'ai fait une conf, c'était déjà sur un temps du midi et il n'y a pas eu grand monde, donc merci, vous êtes 2 fois plus que la dernière fois, ça fait plaisir. Je laisse encore le temps aux gens qui regardent, qui se disent est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Oui, c'est à vous que je parle, monsieur. De rejoindre s'ils le souhaitent. Et effectivement, sur cette conf qui se veut être interactive, j'expliquerai après la partie interactive de la conf. Parce qu'encore une fois, pareil, bon, on n'a pas encore mangé, c'est pas l'heure de la sieste, mais on va parler de sujets environnementaux plus ou moins variés, plus ou moins poussés. Et le but, c'est pas de vous perdre. Donc ça sera vraiment des formats où je vais vous poser une question à chaud sur des sujets que potentiellement vous ne connaissez pas. Vous répondez et après on discute ensemble du sujet. S'il y a des questions à des moments, n'hésitez pas à m'interrompre en levant la main, il n'y a pas de souci. Et sinon, il y aura aussi un temps d'échange à la fin, c'est prévu pour durer moins d'1 heure. Vous pourrez aller chercher vos sandwichs, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, ce thème, faisons l'adaptation aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, la culture de demain, c'est notre raison d'être chez Pink Strategy. On s'est défini cette raison d'être-là, notamment dans l'accompagnement des organisations. Donc, c'est la culture de demain des organisations qu'on souhaiterait faire émerger. À ce niveau-là, rapidement, Pink Strategy, on est un cabinet de conseil en performance énergétique et environnementale. On est filiale du groupe Solstice, qui est juste là, si vous voulez venir nous voir après. Qui a le panel de métiers, je vais dire le portefeuille de métiers de la transition énergétique, avec aussi bien de l'étanchéité et de l'isolation de bâtiments, de la mobilité électrique, du conseil avec nous, du tiers investissement et du photovoltaïque. Donc vraiment, on a une expertise et une solution clé en main à ce niveau-là. Et nous, donc, chez Pink, ce qu'on veut, c'est mettre en avant et en lumière, surtout, cartographier les interactions entre les organisations et l'environnement. Alors très basiquement, ce qu'on va avoir souvent, c'est quels sont vos impacts sur l'environnement. Ça, c'est un peu basique. Ce qu'on veut aussi apporter, bon, on n'est pas les seuls à le faire, mais voilà, on ne va pas non plus dire qu'on a révolutionné la chose, mais prendre en compte aussi vos dépendances, les risques que vous avez en lien avec cet environnement. Approvisionnement de matières premières, eau, température, air, j'en parlerai juste après. Voilà, faire une cartographie un peu déjà, risque-opportunité de vos impacts et de vos dépendances, pour ne pas prendre que la moitié des choses en compte, c'est-à-dire que les impacts. Parce qu'il y a des choses, potentiellement, votre business model pourrait pâtir des évolutions environnementales à venir. Donc ça, c'est le premier point. Là-dessus, au niveau de notre accompagnement, on s'est fixé, à la suite de notre raison d'être, 3 missions, qui sont le fait d'insuffler une prise de conscience environnementale, donc déjà, prendre conscience des enjeux qu'il y a, vos enjeux notamment, dans l'accompagnement, pour ensuite pouvoir établir avec vous, co-construire un plan d'action qui vous permettra de guider vos décisions vers des choix plus durables, plus résilients aussi pour votre organisation, et en espérant à la fin inspirer votre passage à l'action. Donc on ne souhaite pas être un cabinet qui vous accompagne toute l'année, qui vous tient par la main. Si on doit vous tenir par la main toute l'année, c'est qu'a priori vous n'êtes pas en transition, c'est que vous nous payez pour faire quelque chose que vous feriez mieux d'embaucher quelqu'un pour faire à la place, a priori. Si vous n'avez pas besoin de nous une fois qu'on est parti, c'est qu'on a bien fait notre boulot et que vous avez compris ce qu'on a fait et que le plan qu'on a construit, il est adapté à vos besoins et que vous le comprenez et que vous êtes capable de le mettre en place. Sinon, ça s'appelle du babysitting, c'est pas ce qu'on souhaite faire et ce serait un peu dommage. Voilà. Et du coup, pour transformer les organisations, on a, je vais dire, 2 grands volets sur l'adaptation aux enjeux environnementaux et la construction de votre nouvelle culture d'entreprise. Alors encore une fois, construction, co-construction. Le but n'est pas qu'on fasse un diagnostic et qu'on vienne à la fin en vous disant « Tiens, il faut que tu fasses ça, et salut, et tu le mets en place ou pas, c'est comme tu veux. » Non. Déjà, il y a de grandes chances, c'est un peu comme quand on est enfant et que nos parents nous disent « Mange tes choux de Bruxelles », on va pas vouloir le faire. Alors que si on t'explique pourquoi, et qu'on choisit avec toi les légumes que tu vas manger, il y a plus de chances que tu manges tes légumes. Donc c'est un peu la même idée, c'est de se dire « Ok, il y a peut-être des choses qui de base ne me font pas plaisir, ou j'ai l'impression que ça va pas me faire plaisir. » C'est aussi une des choses qu'on veut révoquer. C'est que dans la tête de beaucoup de gens, faire une transition environnementale, c'est pénible, c'est perdre de l'argent, c'est perdre du temps, c'est investir des coûts. Nous, on veut casser cette image, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Très souvent, en fait, l'impact environnemental, c'est quoi? C'est de l'énergie, des matières. A priori, c'est aussi ce qui vous coûte de l'argent dans vos organisations. Donc, très souvent, quand on fait de la performance environnementale, on va finir faire de la performance industrielle, économique,
quelle qu'elle soit selon vos secteurs d'activité. Donc voilà, pour la petite présentation. Sur la partie interaction, toujours dans la phase d'introduction. Comme à chaque fois gérer des téléphones portables quand on n'est pas venu la veille et qu'il faut une interface et je n'ai pas de scanner de QR code, c'est chiant, je vous propose de faire ça à l'ancienne en levant la main. Est-ce que vous connaissez tous pierre, feuille, papier, ciseaux? Enfin, pierre, papier, ciseaux du coup, sinon ça fait 4. Okay, je vois des oui, je vois des gens qui ne réagissent pas. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école en maternelle, visiblement. Non, peut-être pas. Primaire, si, peut-être. Ok. L'idée, c'est qu'à chaque fois, je vous poserai une petite question. Quand il y aura une question, d'ailleurs, il y aura toujours ce symbole avec pierre, papier, ciseaux. Comme ça, vous savez que j'attends de vous que vous répondiez. Et à chaque fois, il y aura donc une question avec 3 propositions. Donc là, la question test, pour se mettre en jambe, c'est quand vous allez en vacances, vous préférez aller... Vous levez le bras en faisant pierre si vous préférez aller à la mer. Vous levez la main en faisant feuille si vous préférez aller à la montagne, et vous levez la main en faisant ciseaux si vous préférez aller à la campagne. Je vous laisse voter. Voilà. Ça, c'est pour vérifier que vous avez compris. Ok, on a un peu un mix de tout. Alors, je vois déjà du débat, et j'anticipe tout de suite, c'est bien fait, ça a été réfléchi, oui. Il n'y a pas de bonne réponse, évidemment, avec cette question. Vous faites ce que vous voulez, c'est les goûts, les couleurs. Par contre, j'en profite pour rappeler que on a la chance de vivre dans un pays avec plein de paysages hyper différents, hyper variés. On a de la montagne, on a du lac, on a de la mer, on a du désert, on a vraiment de tout. Là, j'ai juste tapé plage de France, montagne de France, campagne de France. Bon, alors tout de suite, j'ai eu top 15 des plus belles plages, plus belles montagnes, plus belles campagnes de France. J'ai pris la première photo à chaque fois, je vous ai mis la localisation en dessous, j'ai vraiment pas cherché très longtemps. Petit rappel au passage qu'il y a des trucs très très beaux à aller voir en France sans devoir aller à l'autre bout du monde. Voilà. Je voulais commencer par une petite note positive et un peu poétique avant d'aller dans le dur de pourquoi il faut absolument changer nos habitudes par rapport à l'environnement. Mais voilà, petite note positive avant de passer donc dans le dur. Donc là, on entre dans la conférence. C'est bon? On est prêt? Allez, go. Du coup, je commence très très large avec le concept de limite planétaire qui est défini donc à droite là en rose. Donc les limites planétaires, c'est les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Typiquement le cycle de l'eau, que tout le monde a dû à peu près voir à l'école. Il y a la pluie, il y a la glace, il y a les montagnes, il y a les rivières, il y a la mer, il y a l'évaporation et ça recommence. Voilà, ça c'est une limite planétaire par exemple. Faut pas casser ça, sinon on n'a plus d'eau. A priori, mais vous aimez tous boire. Vous aimez le vin et la bière peut-être aussi. Il faut de l'eau pour faire ça. Voilà, typiquement. Et donc, première question. Il y a donc en 2009 un groupe de scientifiques qui s'est rassemblé et qui s'appelle donc le Stockholm Resilience Center. C'est un peu les Avengers de l'environnement. Ils ont identifié donc, ils ont essayé d'identifier de manière un peu claire et concise des limites planétaires, c'est-à-dire c'est quoi les grands cycles qui font que la planète fonctionne bien et qu'on peut y vivre. La question, toute simple, c'est combien de limites planétaires ont été identifiées par ce groupe de scientifiques? Est-ce que c'est pour pierre 6 limites, feuille 9 limites, ciseaux 12 limites? Et c'est pas grave si vous vous plantez, l'idée c'est que vous vous plantiez. A priori, si vous vous plantez, vous allez même mieux retenir cette information. Ok, donc je vous laisse retenir, hein. De toute façon le but n'est pas de faire des stats non plus. Donc pour info, il y a 9 limites planétaires. Voilà, bravo à celles et ceux qui l'avaient, et les autres, ravi de vous apprendre quelque chose. Ou alors vous avez de la chance potentiellement aussi, mais voilà. Donc il y a 9 limites planétaires, je les lis pas, mais parmi les plus connues, enfin pas toutes, mais par les plus connues, pardon. Donc je disais le cycle de l'eau, l'utilisation des sols, le changement climatique, et celui qu'on a bien souvent oublié assez vite, la couche d'ozone. Je laisse un peu de temps généralement parce qu'il y a des gens qui font « Ah oui putain, la couche d'ozone, c'est vrai que… » Voilà. Bon, je les cite pas tous parce qu'il y en a aussi des très compliqués, genre cycle biogéochimique du phosphore et de l'azote. Exactement, merci madame, j'ai vu, j'ai vu la tête. C'est à peu près ça. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, encore une fois, le but n'est pas d'aller dans le détail de chacune des limites. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des limites. Ces limites, pour info, quand c'est rouge, c'est qu'on les a dépassées de fou. Quand c'est orange, c'est on est autour du seuil. Et plus souvent, en fait, sur ces trois-là, on a passé le seuil, mais on l'a pas passé encore de trop. On l'a passé, mais on l'a pas passé de trop. C'est vraiment genre, ça c'est EDF qui vous dit, vous avez dépassé votre facture d'électricité ce mois-ci. Là, carrément, ils vous ont coupé l'électricité. Et il y a 3 autres limites qu'on n'a pas encore totalement dépassées, mais pour info, il y a le petit cercle qui est là. On n'en est pas très loin. Je vous avais dit que les petits paysages, avant, c'était la partie poétique et fun. Bienvenue. N'hésitez pas à vous asseoir. Je vois des gens qui partent. Là-dessus, donc on a 9 limites.
dont la plupart sont dépassés. Et ce qu'on voit en fait, c'est que à ce niveau-là, et j'y reviens un peu plus en détail juste après, on dépend de l'environnement. Il y a plein de processus. Je disais le cycle de l'eau. On a besoin d'eau pour vivre a priori. Si on casse le cycle de l'eau, on a moins d'eau potable. C'est pas cool. Donc on dépend de ces choses-là pour assurer nous nos modes de vie et surtout des modes de vie décents. Et notamment le lien entre mode de vie décent et limites planétaires, il a été théorisé par une économiste qui a développé ce qui s'appelle ici en gros la théorie du donut, parce que ça fait un donut, faut pas chercher trop loin, avec notamment les plafonds environnementaux et le plancher social. Donc c'est de dire dans quelle zone, et donc c'est ce qui est écrit là, l'espace juste et sûr pour l'humanité, comment est-ce qu'on fait pour rester dans cette zone où on ne va pas casser les planchers environnementaux, parce qu'effectivement, un truc simple pour donner des conditions de vie durables, faciles et décentes à tout le monde, ça serait de bousiller les choses et de surconsommer. Bon, a priori, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire là maintenant, mais ça ne marche pas des masses. Et à l'inverse, on pourrait vachement brider pour être sûr de ne pas dépasser les plafonds sociaux, les plafonds environnementaux, pardon, et là, on vient casser le plancher social. Meilleur exemple de ça qu'on ait eu, c'était en 2019, c'est quand il y a eu la taxe carbone sur les carburants. Et il s'avère que c'est les populations qui ont le plus besoin de la voiture pour aller travailler qui sont le plus impactées par ces taxes carbone-là, et ça ne marche pas. Alors que ce n'est pas eux qui polluent le plus à ce niveau-là. Donc voilà. Il faut du coup osciller entre ces deux plafonds, enfin ce plafond, ce plancher. Et donc il y a vraiment cette question, ça pose la question de quelles limites on s'impose pour assurer des conditions de vie décentes. Et donc rester dans cet espace vert clair. En tout cas, à ce niveau-là, donc je le disais, nos activités, donc notamment nos activités économiques, elles impactent fortement l'environnement, et donc elles le dégradent, alors que cet environnement, lui, il nous fournit des services qui, en plus, pour la plupart, sont, alors je dis gratuits. Forcément, il va falloir dépenser des sous pour aller, je dis pas extraire un métaux, par exemple, un métal. On va dépenser de l'argent pour, mais a priori, on ne paye pas la montagne pour le métal qu'on a extrait. Ce genre de choses. C'est ça que je veux dire par service gratuit. Vous ne payez pas l'eau de la rivière, vous ne payez pas l'air de l'air. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est hyper dépendant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que même si on se focus que sur une seule chose, quand on va venir dérégler une partie des cycles, comme ces cycles en plus sont interdépendants, on va avoir des interactions qui vont dans tous les sens. Si ça vous intéresse, alors j'ai vu qu'il y avait des villages fresques un peu partout, je ne crois pas l'avoir vu. Il y a une fresque qui s'appelle, donc il y a un atelier d'intelligence collective qui s'appelle la fresque des frontières planétaires, si jamais ce sujet vous intéresse pour que ce schéma fasse moins peur et mieux le comprendre. Mais voilà, encore une fois, le but n'est pas d'aller dans le détail des sujets, c'est plus d'évoquer les sujets. Si jamais ça vous intéresse de creuser, je vous laisserai creuser de votre côté. Par contre, ce qu'on voit, c'est que effectivement, on dépend de l'environnement. Souvent, on pense matière première, énergie, pourquoi pas eau. Mais en fait, il y a des trucs aussi très très simples auxquels on pense un peu moins souvent et qu'on quantifie beaucoup moins. Juste respirer de l'air pur. Avoir des températures de travail décentes qui fassent soit très froid, mais surtout dans les années à venir, très chaud. Pensez à tous les gens qui vont construire des bâtiments et des centrales sous 40 degrés l'été, et encore je dis 40 degrés l'été, je suis sympa. Et juste une question de bien-être et de santé mentale, de voir l'environnement autour qui se dégrade, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte dans vos organisations aussi pour la pérennité de vos salariés. Je m'adresse à vous comme si vous étiez chef d'entreprise, je ne sais pas du tout ce que vous faites, mais désolé, je ne peux pas faire plus. Mais potentiellement, vous avez des équipes, vous avez des collègues. Au pire, vous vous gérez vous-même et c'est déjà beaucoup. Bravo à vous. Donc voilà, on a des dépendances, c'est important de les prendre en compte. Du coup, on a un constat, c'est que ça paraît intéressant, pertinent, normal de vouloir engager une transition qu'il va falloir planifier. Et donc là, la deuxième question toute simple, c'est quelles sont les principales étapes pour réaliser une transition bien réussie? Est-ce que, Pierre, je fais mon bilan carbone et je le mets sur la plateforme de l'ADEME? Facile. Feuille, j'établis une stratégie et je la mets en place là tout de suite maintenant. Ou est-ce que, ciseaux, je mesure mes impacts, j'établis une stratégie, je la mets en place et je m'améliore en continu? Oui, c'est pas censé être le bac non plus, je vois déjà. Le but est d'amener des sujets de manière facile. C'est pas non plus... Il n'y a pas de diplôme à la fin, désolé. Donc effectivement, c'est mesurer, planifier, mettre en place, améliorer en continu. Pareil, le but est d'aborder les sujets en grande maille. Avec notamment au début délimiter, dans la mesure, donc délimiter un périmètre pour être sûr de ce qu'on mesure et être sûr de tout mesurer, donc faire une cartographie notamment. Collecter les données qui sont liées à ce périmètre et analyser les résultats pour identifier les gros postes d'impact selon le type d'impact qu'on a choisi.
Potentiellement, c'est un truc qui s'applique aussi en économie, hein. Dans quel cas l'impact, c'est des postes de dépenses. C'est très très similaire à une analyse économique. On planifie, donc on se définit des objectifs, ok, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'il faut qu'on soit pour rester bien. On identifie des actions pour pouvoir atteindre cet objectif et on les priorise. Je reviendrai juste après sur la priorisation, comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a tout priorisé, qu'on a tout défini, on planifie tout ça. Donc on se dit, ok, maintenant qu'on a priorisé, ça veut dire que ça doit être mis en place à partir de maintenant. Ça va nous prendre autant de temps de le mettre en place, donc ça doit arriver à échéance là. C'est machin qui va s'en occuper. On va y allouer autant d'argent, autant de ressources humaines, autant de ressources techniques, etc. On fait tout ça. Une fois qu'on a notre plan, forcément on le met en place, avec un pilotage notamment qui doit impliquer la hiérarchie à ce niveau-là et notamment la direction. Sinon, a priori, si la direction n'y croit pas, ça ne se fera pas malheureusement. On reste dans ce genre de structure. Pas hésiter à mobiliser les talents, les personnes volontaires, les personnes sachantes là-dedans. Mobiliser un max de personnes, même si parfois c'est des petites actions qui en apparence font pas grand-chose, ça permet encore une fois de créer cette culture d'entreprise de on est en transition. Parce que si la masse de vos salariés ne veulent pas le faire, ça ne se fera pas non plus, parce qu'à un moment, il y a la foule qui fait que aussi. Et pas hésiter à célébrer et partager vos succès, que ce soit en communication interne, externe, mais juste aussi pour se féliciter de ce qu'on a fait, parce que ça permet de se motiver et de continuer à avancer. À la fin, on améliore, donc on suit notre performance. Donc c'est pas on fait une évaluation une fois, on a fait un plan et on l'applique pendant 30 ans et on avance dans le noir, on ne sait pas où on va. C'est important de refaire des évaluations régulières pour savoir où on en est, vérifier que nos actions elles fonctionnent. On assure une veille aussi, potentiellement il y a des nouveaux objectifs qui sont sortis, il y a des nouvelles technologies qui sont sorties, il y a des nouvelles méthodes qui sont sorties, il y a des choses qu'on n'avait pas pris en compte à l'époque. Potentiellement on a agrandi le périmètre de l'entreprise aussi, tout simplement. On a acquis une nouvelle société, on a développé une nouvelle activité, il faut le prendre en compte. Et on adapte du coup sa stratégie en conséquence de tout ça. Pour se dire ok, on a de l'avance, cool, on continue, on garde notre avance. Ah, on est en retard, on va mettre les bouchées doubles sur ce truc-là. Bon en fait cet objectif on se rend compte qu'il n'est pas réalisable, donc il faut qu'on trouve une action de substitution pour continuer à atteindre notre objectif global. Et voilà. À ce niveau-là, au niveau de la planification, et je parlais de la priorisation des actions, nous ce qu'on aime bien faire du coup c'est faire appel à l'intelligence collective. Encore une fois, le but c'est de construire avec vous, c'est pas de construire pour vous, parce qu'encore une fois il y a de grandes chances que ça ne réponde pas à vos attentes. Il y a aussi, le plus souvent, nous on a une expertise en évaluation environnementale. En ce moment, j'accompagne des gens dans le fret. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne le fret frigorifique français, par exemple. Mais par contre, les gens là-bas sont capables de me l'expliquer. Je prends en compte ce qu'ils me disent et on construit ensemble. Eux, ils me disent on peut faire ça, on pourrait faire ça, ça, c'est pas possible. Et moi, j'évalue en conséquence. Et on construit ensemble. Donc à ce niveau-là, nous, ce qu'on attend des organisations qu'on accompagne, justement, c'est qu'ils nous apportent leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour eux, leurs besoins, de quoi ils ont besoin pour avancer, leur expertise, leurs moyens humains, financiers, techniques. Et donc je disais, on vient apporter notre expertise, notre gestion du changement, notre recul aussi, parce que ça c'est assez bête, mais comme on n'est pas enfermé dans la boucle du secteur, on peut être source de propositions aussi totalement entre guillemets naïves, mais aussi c'est comme quand vous avez relu un document pendant plusieurs jours, semaines, à la fin potentiellement il manque un mot dans la phrase, mais vous le relisez plus en fait le document, vous l'avez vu tant de fois que ça vous paraît normal, et puis quelqu'un va le relire, il va dire il manque quand même le verbe dans cette phrase. C'est vraiment cette approche-là aussi potentiellement, avec aussi ce cadre d'apporter de la vision court, moyen et long terme. Donc on va venir construire en fait avec vous plein d'actions, identifier des actions, un peu en mode brainstorm. Il n'y a pas de problème, tout le monde propose des choses. Et après on va venir évaluer à quel point ça vous demande peu ou beaucoup d'efforts pour le mettre en place, et à quel point ces actions elles ont un potentiel d'amélioration qui est faible ou fort. Les actions qui demandent beaucoup d'efforts et qui ont un gros potentiel, c'est vos chantiers prioritaires. Il faut les mettre en place, il faut les planifier tout de suite, parce qu'a priori, ça va vous demander beaucoup de temps de les mettre en place et beaucoup d'efforts. Donc il faut commencer à les planifier dès le début, c'est par eux qu'il faut commencer pour être sûr d'arriver à les atteindre un jour. Une fois qu'on a planifié tout ça et que ces projets majeurs sont lancés, on va mettre dans la planification les tâches rentables. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup d'impact, mais qui vous demandent beaucoup moins d'efforts. À ce niveau-là, vous pouvez les faire très vite. Le gros risque, souvent, c'est qu'on a envie de faire ça d'abord parce que c'est facile. Sauf que si vous faites ça, vous mettez ça hyper en retard. Donc il faut lancer ça pour ensuite faire ça en parallèle, qui est hyper prioritaire. Et après, une fois qu'on a bien lancé ça, qu'on est bien avancé, qu'on le suit bien, que tout ça c'est fait, potentiellement, de temps en temps, on se fait des actions secondaires qui ont moins d'impact, mais qui demandent très peu d'efforts. Et ça vous permet de se dire, ok, régulièrement, je fais des petites actions qui me permettent quand même de voir du résultat. Comme ça me garde dans la démarche de, ok, on est en train de faire quelque chose. Pendant que les projets majeurs sont en train de porter leurs fruits. Parce que potentiellement, eux, ils vont mettre des années à porter leurs fruits.
Encore une fois, c'est de la transition, c'est de l'investissement. Je refais une analyse, une comparaison économique. C'est comme quand vous mettez de l'argent dans un PEL, bah, a priori ça prend du temps avant de fructifier, bah, là c'est à peu près la même chose. Et en quatrième cadran, on va voir les choses qui ont très peu d'impact et qui vous demanderaient énormément d'efforts. Je vous apprends rien, a priori on va pas le faire, ou on le remettra à plus tard, du moins. Parce que potentiellement, une fois que vous aurez bien amorcé votre transition, des actions qui semblent pas très intéressantes maintenant seront peut-être intéressantes, ou les seules qui y resteront au bout d'un moment. Et voilà. Nous, à ce niveau-là, après les livrables qu'on vous fournit, c'est l'outil de calcul des impacts, notamment pour mettre à jour et suivre, piloter votre transition, l'analyse de vos résultats, votre stratégie pluriannuelle et aussi une synthèse communicante, encore une fois, pour pouvoir partager en interne et en externe ce que vous avez lancé et comment vous avancez dans votre démarche. Voilà. Je vais passer à l'exemple de la stratégie carbone parce que c'est celle qui est à peu près le plus connue, la plus, entre guillemets, facile à mettre en place. Parce que pareil, il n'y a pas de stratégie des cycles biogéochimiques de phosphate et d'azote. Je reprends cet exemple de tout à l'heure, on pourrait le faire, mais a priori, il y a moins de demandes pour ça aussi, et ça parle moins aux gens. Et il s'avère que quand on évalue des impacts en général sur une des limites planétaires, ce que je montrais tout à l'heure, bah comme il y a des interdépendances, ça va affecter de manière, bon, pas proportionnelle, mais similaire, les autres limites planétaires. Donc déjà, mesurer un impact, c'est quelque chose. Je parlerai du multi-impact juste après. Petite question, du coup, quelles organisations peuvent réaliser un bilan GES, donc un bilan carbone? Je dis bilan GES parce que bilan carbone, c'est une méthode de calcul. Le bilan GES, c'est le livrable que vous devez donner à l'ADEME. Et mettre en place une stratégie de décarbonation. Donc quelles organisations peuvent réaliser ça? Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants pour les pierres, les entreprises de moins de 500 salariés pour les feuilles et les entreprises de plus de 500 salariés pour les ciseaux. La panique, hein? Oui, toutes, clairement, c'est une question piège. Ça arrive. Ça fait peur, hein. Oui, donc effectivement, tout le monde peut réaliser. Tout le monde ne doit pas, mais tout le monde peut. Je vous invite, encore une fois, c'est un des messages, on vous invite à vous lancer là-dedans, notamment tant que vous n'y êtes pas obligé, parce qu'une fois que vous serez obligé de le faire, vous allez vous retrouver en panique. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Schéma très long, je n'irai pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer aussi. Ça, c'est un peu le périmètre dont je vous parlais tout à l'heure au début, dans la première étape. On va prendre, donc ça s'appelle une cartographie des flux, on va regarder tous les flux de votre entreprise, et notamment on va les catégoriser entre ce que vous mettez directement dans l'atmosphère, en brûlant des choses, typiquement du gaz, du fuel, du carburant. Voilà. Il y a l'énergie que vous consommez, notamment de l'électricité. On va regarder tous vos déplacements de transport, tous vos transports de personnes et de marchandises. On va regarder tout ce que vous achetez, que ce soit des biens ou des services. Et tout ce que vous possédez, mais que vous avez acheté mais que vous ne consommez pas, c'est-à-dire les bâtiments, les véhicules, ce genre de choses. Et on va regarder tout ce que vous vendez avec leur utilisation et votre fin de vie, pour aller très très vite. Ça, c'est en gros une cartographie des flux dans un bilan carbone très basique. Je ne suis pas dans le détail, mais en gros là-dessus, ça demande beaucoup de choses. C'est une façon d'analyser qui est très encadrée, avec des postes de reporting, des catégories, des nanana. Sachant que là, j'ai gardé scope 1, 2, 3, mais techniquement aujourd'hui, c'est plus vrai. On est passé sur catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, catégorie autre. Perso, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne la mets plus pour ne pas perturber les gens, mais voilà. Potentiellement, ça demande beaucoup de travail de s'y mettre quand ce n'est pas son domaine d'expertise. Donc le conseil qu'on avait, forcément, c'est de se faire accompagner, et il s'avère que notamment si vous êtes une PME, donc si vous avez moins de 500 salariés et que vous faites moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a des programmes de subvention qui existent pour se faire accompagner dans ce genre de démarche, notamment via la Banque publique d'investissement, qui est la banque de la transition de la France, qui subventionne les PME. Pas que dans la transition d'ailleurs, dans l'innovation, la recherche, etc., pour réindustrialiser notamment. Notamment avec ce programme, donc un des programmes qui existe et que je vous présente là tout de suite, c'est le Diag Décarbone Action, pour lequel je suis référent chez Pink, qui vise en gros à vous accompagner et subventionner votre bilan carbone quand vous êtes une PME, donc quand vous n'êtes pas encore soumis à l'obligation réglementaire de faire un bilan. Donc ça, c'est l'occasion d'en profiter aussi. Là-dessus, on va regarder les étapes qu'on a eues juste avant, entre mesurer, planifier, mettre en place. Et après, c'est à vous de faire l'amélioration continue, bien sûr. Pour une mission d'accompagnement de valeur d'environ 10 000 euros, et si, en gros, selon votre taille de boîte, vous avez entre 4 000 euros et 6 000 euros de reste à charge. Donc vous avez 40 à 60% de subvention. Je donne l'info, voilà. Si ces choses-là vous intéressent, vous pouvez aller voir directement le site de la BPI, ou si vous voulez en parler après, vous n'hésitez pas. Voilà. Et du coup, souvent, quand on fait un bilan carbone, il y a des gens qui me disent « Ah, mais du coup, on va pouvoir dire qu'on va faire la neutralité carbone. » Du coup, la question, c'est qu'est-ce que la neutralité carbone? Et du coup, pour les pierres, c'est quand les absorptions mondiales
c'est l'absorption des émissions mondiales par les puits de carbone, c'est compenser ces émissions en achetant des crédits carbone, ou c'est compenser ces émissions en finançant des puits de carbone. Au pire, vous vous trompez, hein, n'hésitez pas à lever la main, c'est pas très grave. Ok. Rapidement, avant de passer à la réponse, alors bon, du coup la bonne réponse c'est la pierre. En gros, le terme de neutralité carbone, il est assez touchy. C'est un peu la porte ouverte du greenwashing. Il fait de sens qu'à l'échelle mondiale. Il y a une neutralité carbone à la limite à l'échelle d'un pays. Grand max, enfin plutôt grand mini. Si vous voyez un produit ou une organisation, typiquement en bas de Google, c'est écrit neutre en carbone depuis 2007, peut pas être une organisation ne peut pas être neutre en carbone, un produit ne peut pas être neutre en carbone, un service ne peut pas être neutre en carbone. Ça ne fait pas de sens. La neutralité carbone, ce sera le jour où, chaque année, on émettra dans l'atmosphère autant que ce que les puits de carbone, donc les forêts, les océans, les zones humides, etc., absorberont la même quantité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On émet à peu près 45 milliards de tonnes par an dans l'atmosphère. Et les puits naturels peuvent en absorber une quinzaine, en gros. Donc on émet 3 fois trop, à peu près. À peu près. J'arrondis les chiffres. Mais voilà. À la limite, parce que j'en ai vu faire ciseaux, effectivement, on pourrait se dire que si une société a investi... Alors, bon, plutôt, je vais aller très vite. Acheter des crédits, c'est payer un droit à polluer. Donc en fait, c'est dire je fais des choses pas bien, mais je suis riche. C'est pas grave. Je vous laisse avec cette réflexion. Perso, moi, ça ne me convient pas. Et il y a compenser ces émissions en finançant des puits de carbone, ça serait à peu près louable dans le sens où si tu arrives à contrebalancer, rééquilibrer l'ensemble de tes émissions avec, en finançant des forêts, de la restauration d'écosystèmes, ce genre de choses, c'est super bien. Mais ça ne veut pas dire que tu es neutre en carbone. Ça veut dire que tu contribues à la neutralité carbone. Et ça, c'est la nuance, par contre, là-dessus, où notamment il y a une norme européenne qui est en train d'essayer d'être passée. Enfin, les Français poussent beaucoup pour passer le terme de certification de la neutralité carbone des entreprises à certification de la contribution à la neutralité carbone des entreprises au niveau européen, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Et donc là-dessus, effectivement, neutralité carbone ou objectif zéro émission nette. Donc ça, c'est un peu le truc. Il y a les émissions brutes, les émissions nettes. Les émissions brutes, ça serait comme toutes les dépenses que vous avez chaque mois dans votre compte bancaire. Les émissions nettes, c'est toutes vos dépenses moins votre salaire. Et du coup, a priori, si vous gérez bien vos dépenses, votre salaire est plus haut que vos dépenses mensuelles. Ça, encore une fois, je vous laisse voir. Là-dessus, du coup, ça, c'est un objectif, encore une fois, mondial. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de l'atteindre d'ici 2050, selon une certaine trajectoire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des trajectoires, mais en gros, encore une fois, c'est une question de dépenses. Si vous suivez cette courbe-là de dépenses, cette courbe-là de dépenses ou cette courbe-là de dépenses, au cumulé sur les années, vous n'aurez pas dépensé la même chose. Plus vite on réduit les dépenses, moins on aura dépensé au total. Il faut voir les émissions de carbone comme une dépense de carbone dans l'atmosphère, en gros. Donc il y a cette question de bien respecter la trajectoire et surtout d'arriver à un moment où on réduit ces émissions, on augmente les puits d'absorption et les émissions et les absorptions sont à égalité. La petite courbe que vous avez, encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, mais à droite, c'est la stratégie nationale bas carbone française. C'est genre le plan d'action bilan carbone de la France. Avec pour info, on est en 2022 à 400 millions de tonnes. L'objectif, c'est d'arriver à 80 millions de tonnes. Il faut diviser par 5. Et en termes de puits, il faut les augmenter aussi. À l'époque, il fallait les doubler. Aujourd'hui, il faut les multiplier par 3 quasiment. Parce qu'on a beaucoup de forêts qui ont brûlé, notamment. Et voilà. Et là-dessus, il existe aussi des accompagnements, notamment un très connu, c'est ACT, donc, qui est sur l'évaluation des stratégies de transition bas carbone. Donc, qui est pas, parce que typiquement dans un bilan carbone, malheureusement, vous allez avoir qu'un cinquième du temps, quasiment un tiers en fonction qui va être alloué à faire le plan d'action, ce qui est quand même le but, ce qui est du coup un peu dommage. Et du coup, il y a des accompagnements plus gros, alors forcément qui sont plus coûteux, mais voilà, notamment là-dessus, où là, on a un accompagnement quasiment sur 1 an, à peu près une trentaine de jours hommes, à construire selon une démarche et à la fin avec une validation et une reconnaissance de la construction selon les meilleurs référentiels scientifiques. Et voilà. Du coup, dernier point, imaginons que vous avez quand même vachement envie de mettre en avant votre entreprise et vos produits, ou que vous ayez envie d'affiner aussi, tout simplement, votre stratégie. Et donc aller dans du plus micro, pas que à l'échelle macro de l'organisation, mais me dire, moi j'ai mon organisation, mais j'ai aussi un produit qui est vachement bien, que j'ai envie de mettre en avant. Je sais qu'il est bien, je sais que je le fais bien, je veux le mettre en avant.
ou juste déjà dans une première étape, je veux l'évaluer pour l'améliorer. On peut réaliser dans ce qu'on appelle une ACV, une analyse de cycle de vie. C'est en gros une évaluation environnementale de l'impact, enfin de tous les impacts de quelque chose, donc ici d'un produit, d'un processus, sur quasiment toutes les limites planétaires qu'on a vues tout à l'heure, avec plein d'indicateurs, avec plein qu'on ne comprend pas. Genre eutrophisation des sols. Ça va avec les cycles biogéochimiques. La boucle est bouclée. Là-dessus, du coup, on peut faire ça, et notamment après, on peut mettre en place une stratégie d'éco-conception, donc un peu comme pour le bilan. On va se dire, ok, j'ai fait une ACV, j'ai vu où étaient mes gros postes d'impact, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je change pour réduire ces impacts, combien ça va me coûter aussi, notamment, qu'est-ce que je vais devoir investir, qu'est-ce que ça va me faire gagner aussi potentiellement. Encore une fois, quand on veut réduire les impacts, généralement, ça va très souvent avec de l'efficacité industrielle, consommer moins d'énergie, consommer moins de matière. A priori, si vous faites ça, ça vous coûte moins cher aussi, par unité produite. Hop là. Du coup, pourquoi je ferais ça? Pierre, pour montrer que mes produits sont neutres en carbone. Feuille pour certifier les impacts de mes produits et les fournir à mes clients. Ciseaux pour réduire les impacts de mes produits sur l'environnement et augmenter la résilience de mon activité. Certes. J'avais pas anticipé la feuille. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours communiquer, c'est le bienvenu. C'est pas le but principal, mais effectivement, on peut toujours communiquer. Et surtout, je dirais que, donc effectivement, ces ciseaux, parce que le but, c'est quand même de s'améliorer, pas juste de se reposer sur ses lauriers. Vous voyez, vous avez tous eu bon sur la dernière, c'est que vous avez progressé. Au début, il y avait des erreurs. Du coup, là-dessus, il y a une autre opportunité de subvention qui existe pour les PME. Alors là, pour le coup, c'est vraiment les PME au sens européen. C'est 250 salariés, c'est plus 500 salariés, qui s'appelle le DIAG Éco-Conception, toujours porté par l'ADEME et la Banque publique d'investissement, qui justement vous permet d'être accompagné par quelqu'un qui est référencé et accrédité expert en éco-conception. Donc chez nous, c'est une collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'appelle Émilie. Et on a d'autres collègues référencés, mais celle qui s'occupe du projet. Et donc on va retrouver à peu près les mêmes étapes, c'est-à-dire mesurer, élaborer et embarquer. Donc mesurer, planifier et mettre en place. Et pour par la suite mettre en place donc une stratégie d'éco-conception qui sera chiffrée. On est sur un accompagnement qui est un peu plus lourd, avec une équivalence à 18 000 €, mais aussi une subvention qui est beaucoup plus élevée. Donc là où tout à l'heure on était entre 40 et 60% de subvention, là on est plutôt entre 60 et 70% selon votre taille d'entreprise. Pas facile d'avoir les deux mains prises. Et du coup, voilà, pour résumer, parce que le but était... J'avais 1 heure de temps, mais bon, le but n'est pas de faire 1 heure de temps. Personnellement, je sais que ça peut être trop long. Je préfère qu'il y ait des questions à la fin si les sujets vous intéressent. Et ça vous permet d'aller manger. Je préfère que vous reteniez les infos. Notamment les infos qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'était que c'était important d'identifier potentiellement vos impacts et vos dépendances, faire un peu une analyse, impact, risque, opportunité de votre société pour assurer sa résilience et prendre connaissance de vraiment tout ce qui vous entoure et pas garder des œillères là-dessus. De vous faire accompagner pour co-construire un plan de transition. Parce que c'est pas la chose la plus simple à faire, notamment au début il faut se taper toutes les méthodologies, c'est des textes de 300 pages chacun, c'est pas le fun. Et potentiellement, si vous êtes éligible, accéder au programme subventionné en passant directement par la BPI ou par des personnes référencées experts, comme c'est notre cas, mais voilà. Et du coup, je vous remercie pour votre attention. C'était à peu près tout. Merci. Et du coup, si vous avez des questions, moi je me rends encore disponible un peu. Et si vous voulez aller chercher un sandwich, que je comprendrai, et moi je vais faire pareil dès qu'il n'y a plus de questions, vous pouvez toujours repasser au stand B38, on est juste là au coin. Après, si vous voulez plus de détails, notamment si vous voulez rencontrer les collègues qui font du photovoltaïque, de l'isolation des bâtiments, de la mobilité électrique, etc. Merci beaucoup.